Bien, bonjour Magali, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour que tu me parles un peu de ton parcours et puis de ton livre surtout sur le burn-out, parce que comme tu le sais, moi je suis médecin anesthésiste, j'ai traversé aussi pas un mais plusieurs burn-out à l'hôpital public et c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant je me suis reconverti et je propose des accompagnements justement pour les médecins en burn-out ou plutôt avant le burn-out ou après le burn-out, parce que quand c'est pendant le burn-out, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc j'ai pas mal de livres justement sur ce sujet. J'ai ce livre que je suis en train de lire, alors c'est un pavé de Christelle Maza, qui est avocate et qui parle de la souffrance au travail et en particulier dans le service public hospitalier. Et puis aussi, je viens de commencer ce livre qui s'appelle Urgence vitale d'un journaliste et qui parle de la maltraitance institutionnelle, un sujet qu'on connaît bien et qui peut conduire justement au burn-out. Donc voilà, écoute, les présentations étant faites, je vais te laisser, enfin en tout cas ma présentation étant faite, je vais te laisser te présenter, me parler un peu de ton parcours et puis surtout de ton livre sur le burn-out et quel était ton envie de faire ce livre-là et puis surtout l'objectif qu'il y a derrière. Voilà. Ok, bon, ravi Emmanuel d'être avec toi. Donc je m'appelle Magali Milo, je suis médecin. J'ai fait mon burn-out quand j'étais médecin généraliste dans un cabinet, donc on était plusieurs médecins et il y avait aussi des spécialistes, des paramédicaux. Voilà, et après j'ai écrit donc quand ça allait mieux, parce que comme tu disais, en fait quand ça va pas du tout, on n'est pas capable de faire grand-chose. Donc j'ai écrit mon roman, mon livre, quand ça allait un petit peu mieux. Voilà, donc mon burn-out en blouse blanche. Je vous montre aussi, comme ça, vous l'avez. Et voilà. Voilà. Pour sauver des vies, risque, pardon, de… Ah oui, alors ça aussi, oui, oh là, ça a été rajouté, oui. Mais bon. Tu sais, mon slogan, moi, c'est « Tu sauves des vies, il est temps de prendre soin de la tienne ». Donc, je pense qu'on… C'est ça, oui, mais je trouve, ouais, c'est sympa. Ouais, très bien. C'est sympa. Et tu l'as écrit combien de temps après ton burn-out, à peu près ? En fait, j'étais encore en arrêt quand je l'ai écrit, mais donc ça allait mieux. C'était la 3e année. Enfin, du coup, je me suis arrêtée presque 4 ans, et donc la 3e année, j'ai écrit entre 3 et 4 ans. Ouais. 4 ans d'arrêt quand même après. Oui, en fait, j'ai eu 3 ans d'arrêt, 1 an où je travaillais pas, mais j'étais donc toujours en arrêt aussi. Ouais. Et après, donc j'ai commencé à écrire celui-ci. Ouais. Parce que avant, j'en ai écrit 2 autres quand même, mais celui-là, c'était quand j'allais mieux. Je pouvais pas écrire dessus avant, en fait. Et les livres autres que tu as écrits, c'est sur le burn-out ou c'est rien à voir ? Non, rien à voir. De thrillers un peu médicaux, voilà, scientifiques, mais pas sur le burn-out. Qu'est-ce qui t'a, d'après toi, amené au burn-out, justement premièrement, voilà, qu'est-ce qui t'a amené au burn-out, d'après toi ? Oui, alors moi, ce qui m'a amené au burn-out, il y a la surcharge de travail, en premier lieu. Et après, les conditions aussi de travail, là où je travaillais, c'était un peu compliqué. Donc, la surcharge, parce que déjà, on est passé de 6 à 3 médecins. Donc, en fait, quand on parle de pénurie médicale, sur le terrain, ça correspond à ça. Et à l'augmentation de mes consultations, du nombre de consultations. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps. Donc, je voyais, déjà, ça paraît beaucoup, mais je voyais 25 patients par jour. Mais là, quand on est passé à 3 médecins, j'en voyais 35-40. Ah oui. Et mes collègues en voyaient 50-60 par jour. Ah oui. Ah oui. Et moi, j'étais j'allais dire la moins productive, mais en fait, si on peut dire ça, mais justement, la santé… 60 patients par jour, comment est-ce que tu peux faire une médecine de qualité en envoyant à la chaîne comme ça ? Voilà, c'est ça. Déjà 40, moi, j'avais vraiment du mal. 35-40, j'étais au taquet, puis je faisais des horaires, du coup, 8h30, 20h. Et ma pause déjeuner, je déjeunais quasiment plus. Tout était rétréci dans le temps, j'avais plus de temps pour moi. Voilà, donc la surcharge, et puis après l'organisation, parce que quand il y a trop de patients, mais quand les patients comme ça sont trop importants pour être absorbés par les médecins qui sont là, du coup, des fois, on nous mettait 2 patients sur le même créneau quasiment, ou alors des créneaux de 10 minutes. Et moi, je ne travaille pas comme ça, donc c'était compliqué pour moi de gérer ça. Donc, la grosse surcharge de travail à ce moment-là. Quand tu dis on, c'est qui ? C'est la structure, c'est les secrétaires ? Alors, c'est les secrétaires, parce que les secrétaires, elles étaient débordées, pareil en fait, mais c'était compliqué pour elles de dire non.
Et du coup, elle préférait aussi que les gens soient vus parce qu'elles ont toujours le risque de passer à côté de quelque chose, donc son secrétaire médical. Mais bon, donc voilà, elle préférait mettre des patients en plus, ou des fois, elle nous les passait. Mais du coup, c'est pareil, à un moment donné, on était en consultation et on avait 20 Oui, coups de fil pendant les 40 c'est consultations. ça. Donc, Ouais, ouais. à un moment donné, c'est plus possible, en fait. Voilà, faut faire des choix et, on n'avait plus vraiment la possibilité de faire ces choix-là, en fait, de savoir et de s'organiser au mieux pour. Donc, c'est ce Voilà. côté surcharge permanente et Ouais, impossible de s'organiser et des rajouts et ouais. subir le système, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que tu arrives, tu es censé en avoir, mettons, 25 et en fait, tu en découvres Oui, que tu en as 30 et tu es déjà à la bourre à 8h10 et tu oui, sais que oui. enfin, que tu vas C'est terminer. exactement ça. On commence la journée, au bout d'une heure, on est à la bourre. Donc on se dit, bon, bah voilà, déjà, c'est mort. Et puis après, aussi cette pression, aussi justement, d'être en retard. Et les gens, je trouve, comprennent de moins en moins, parce qu'on est dans une société du tout de suite. Ah, donc la société veut ça. Et Ouais. le retard, c'est pas compris non plus. Donc voilà, donc il y a cette surpression de se dire, bah, les gens vont pas être contents après parce qu'on est en retard et qu'on a des rendez-vous. Donc si on a rendez-vous, c'est pas pour être en retard. Enfin, toute voilà, cette pression Mm. aussi des rendez-vous, des choses euh, qui sont faites dans ce système-là. Alors, c'est vrai que moi, j'étais en pseudo-libéral, donc je n'avais pas tout ce qui est paperasse, mais j'avais administrative hein, en tant que Mm. paperasse, c'est ça. Mais ça a créé aussi une surcharge en plus pour les autres médecins, hein, qui n'est pas indéniable du tout. Mais voilà, moi déjà, le fait d'avoir trop de patients sur des temps trop courts, c'était très, très compliqué pour moi. Et comment ça s'est manifesté? Combien de temps ça a duré avant que tu craques et comment ton burn-out, justement, s'est-il Ouais. manifesté? En fait, donc j'ai tenu à peu près, on dit tenir en fait. Tant je dis ça, je tiens, je tiens, je tiens. J'ai tenu 1 an à Un an, d'accord. cette activité-là, un peu trop importante pour moi. Et après, je me suis dit, je vais aller me reposer, entre guillemets, dans un autre service, mais en fait, qui n'était pas du tout reposant. C'est juste que les horaires étaient censés être moins, moins larges. Euh, donc, en tout, ça a duré 3 ans, finalement, avec au début des signes plutôt physiques. Donc, moi, Tel j'avais des que, signes ouais, voilà, qui étaient un peu personnels, peut-être pour moi, mais en tout cas, j'avais de l'eczéma sur les mains. Alors, j'en avais ouais. jamais eu. J'avais des douleurs abdos. Et après, j'étais tout le temps malade. Donc, j'avais infection, bronchite, gastro, alors que d'habitude, jamais rien, quoi. Je suis pas malade. Donc, là, Et j'enchaînais vraiment. qu'est-ce qu'on a fait de ces signes? T'en as tenu compte ou pas? C'était quoi ton ressenti par rapport à ça? Pas vraiment, c'est un peu Ouais. le problème. En fait, je me disais, bon, oui, je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va passer. Effectivement, ça passait au fur et à mesure. Enfin, ça passait, mais c'était remplacé par un autre Ouais. signe, en fait. C'était Et c'est ça. allé jusqu'où alors justement? Parce que le corps parle hein, de toute façon, Ouais. il ment pas celui-là, et ça peut commencer par peut-être des petits signes légers entre guillemets. Tu vois, même Oui. si l'eczéma, moi j'en ai aussi depuis des années, donc je sais ce que Ouais. c'est, mais en tout cas, voilà, c'est pas non Oui, plus c'est pas majeur. c'est pas incommodant. Enfin voilà, Ouais, c'est mais ça incommodant, peut je veux dire, mais c'est aller. pas grave. Moi, j'ai eu Après, j'ai eu lombalgie, troubles du sommeil, enfin, tu vois, des choses comme ça, prise de poids, enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc, ouais. Après, moi, j'ai eu, oui, donc de l'endométriose, Mhm. un peu plus embêtant. Après, j'ai eu une tachycardie au volant. Ah Je oui. raconte dans mon bouquin, un Bouvray, là, j'étais à 200, je pense. Enfin, je n'ai pas calculé, mais je dois être au moins à 200 parce que j'ai failli perdre connaissance et du coup, je me suis rabattue d'un coup. C'était n'importe quoi. Et après, quand j'étais parce que du coup, j'essayais d'appeler les gens en tapant sur ma fenêtre parce que j'étais vraiment. Je fais rien faire, c'était horrible. Et quand j'étais dans le camion des pompiers, là, finalement, j'étais à 153 et j'étais bien. Donc, pour te dire que je devais être vraiment bien plus haute avant. Et ça a été Mais ça le coup bah, d'arrêt, on va dire, ou comment, enfin, ça a été un déclic, mais pas tant que ça, parce que l'urgentiste d'accord. m'a dit bah, je vais vous arrêter une semaine. Je dis bah non, c'est pas la peine, parce que là, il faut que je remplace mes collègues. Ouais. Non, je peux pas, en fait, je peux pas m'arrêter. Et il a un peu insisté pour dire si, prenez la semaine, parce que ça veut dire peut-être autre chose. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas entendu, en fait. J'ai Mhm. pris la semaine d'arrière, mais j'y suis retournée après, voilà, en me disant c'est bon, bah, ça va le faire, comme d'habitude, je vais tenir, c'est bon, voilà. Mhm. Et j'ai quand même tenu encore 1 an. Mais ça s'est dégradé après avec d'autres symptômes plutôt cognitifs. Donc, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, ouais, des choses un peu. Je disais dans mon bouquin, à un moment donné, j'en parle après, hein, parce que sur le moment, je ne le savais pas, mais je disais, je fais le chien, c'est-à-dire que je rentre dans j'appelais ça comme ça, je rentre dans une pièce, je ne sais pas pourquoi, ou alors je commence un truc, et puis je me retourne, et qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vraiment des choses complètement anormales, hein, ça c'est sûr, et qui ne me ressemblent pas du tout. Et
Et donc, en fait, je suis allée au bout du bout et je me suis arrêtée pour les autres parce que je voyais que je commençais à être pas… Oui, j'avais plus d'empathie, je me reconnaissais plus, en fait. Parce Donc, que, c'est toi qui t'es arrêté alors? alors, c'est pas moi qui me suis arrêtée. En fait, Non, disons mais que… enfin, je veux dire, c'est toi qui as pris la décision de, ou ça a été brutalement un événement Non, extérieur qui a fait en que… fait, c'est moi le jour où je me suis un peu écoulée dans ma voiture parce qu'on a fait une APP, donc une analyse des pratiques professionnelles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que les médecins savent ce que c'est, mais s'il y a d'autres personnes qui écoutent. Et donc, en fait, on analyse des situations qui nous ont posé problème. Et moi, en fait, la situation, c'était pas un vrai problème médical, c'est juste que j'avais pas réussi à examiner une petite fille qui n'avait pas envie. Et d'habitude, j'y arrive toujours en faisant des jeux, des choses comme ça. Et là, j'allais dire presque acharnée, le mot est fort, mais c'est vrai que je voulais absolument l'examiner parce que je me disais, j'ai pas de place, mon planning, il est plein pendant 2 mois, donc c'est maintenant. En gros, c'était maintenant ou rien, quoi. Enfin, c'était un peu… Et en analysant ça avec donc la personne qui était là pour l'APP, elle me répondait, puis moi, j'exposais le truc, et j'étais là, mais en fait, je fais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi, c'est quoi ce… Enfin, voilà, c'était vraiment… du coup, je me suis dit, ça va pas du tout. Et après, je me suis effondrée dans ma voiture, après, en pleurs, etc. Et donc, je me suis dit, il faut que c'est fini, quoi. Enfin, il faut que je m'arrête. Je ne peux pas continuer comme ça, quoi. D'accord. Ouais. Et tu as un médecin traitant? Qu'est-ce Eh qui bien, t'a… c'était ça le truc, c'est que non, je n'en avais pas. Donc, j'ai appelé une consoeur que j'avais remplacée quand j'étais un peu plus jeune, étudiante, là, en lui disant, j'ai pas de médecin, est-ce que tu peux m'arrêter? Mais du coup, je lui ai demandé ça comme ça. Est-ce que tu peux m'arrêter parce que j'en peux plus? Elle m'a dit, là, moi, je ne fais pas trop d'arrêt comme ça, je ne sais pas trop, je vais t'envoyer vers un autre confrère. Donc, du coup, je suis allée vers cet autre médecin, je connaissais aussi un peu, mais pas… Voilà. Et non, c'était compliqué, donc, parce que lui, il m'a arrêté, mais il m'a dit, c'est une dépression, un truc un peu chronique. Bon, voilà, là, t'es maman, t'es médecin, tu dois gérer la maison, un truc un peu patriarcal. J'étais complètement dépitée. Et j'ai dit non, mais en fait, j'ai pas envie de lutter, j'étais tellement mal que j'ai pris l'arrêt et je suis partie. Mais ça a été quand même une lutte après pour être prise en charge, en fait, correctement. Enfin, ouais. Quand tu dis tes mamans, à cette époque-là, tu avais des enfants, ou un enfant de quel âge? J'avais 2 enfants qui étaient jeunes, du coup, 3 ans et 6 ans. Ouais. D'accord, donc la crèche, machin, tout ça, enfin, la deuxième Oui, vie après le boulot c'est ça, c'est ce Ouais. que je raconte. Je me dis, le deuxième marathon commence, c'est-à-dire qu'en fait, je finis ma journée et après, j'enchaîne avec l'autre. Enfin, bon, voilà. Je ne suis pas toute École, seule, mais crèche, le quand même. taxi, les trucs, ouais. Okay. Voilà, c'est ça. Je disais, je les dépose chez la nounou, presque, je les jette. C'est Ouais. un peu horrible, mais c'est ça, je les jetais de la voiture presque chez la nounou. Le soir, j'avais récupéré, il fallait faire le bain en 10 minutes, le truc, le machin. Enfin, c'était… Ouais, voilà, Et ça s'arrête jamais. entre le fait, donc là, ce médecin t'a arrêté, j'en sais rien, mettons un mois, quelque chose comme ça, Ouais, j'imagine. 4 semaines, ouais. Voilà, et ça a duré 3 ans, tu m'as dit, voire 4. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Ouais, en fait, au départ, j'étais vraiment dans un déni, ça va aller, quoi. Donc, je voulais reprendre. J'avais 3 semaines de vacances. Là, je me suis dit, bon, après les vacances, c'est bon, je reprends, quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai pas réussi à remettre les pieds en septembre. J'ai pas du tout réussi et je me suis dit, non, je peux pas. Et donc, je retournais chez le médecin qui m'arrêtait du coup de 4 semaines en 4 semaines au départ. Et j'avais un stress de pas possible parce qu'en fait, j'avais la boule au ventre. Je me disais, non, mais là, en fait, du coup, j'avais compris que je ne pouvais pas reprendre, que c'était la catastrophe. J'avais fait une espèce de crise d'angoisse là le jour où je devais reprendre. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine, je ne peux pas y aller. Et oui, donc chaque fois que je retournais le voir, je me disais, il va pas m'arrêter, quoi. J'avais peur d'y retourner. Je me disais, ça ne va pas le faire. Et en fait, j'ai rencontré, parce que du coup, pendant cette période, j'ai repris la danse, que j'avais arrêtée pendant 20 ans. Ça bien, oui. Voilà, pour me reconnecter à moi-même, tout ça. Ouais. Et là, j'ai rencontré une infirmière qui était elle aussi en burn-out et qui avait un psychiatre, une psychiatre qui m'a dit, elle est très bien, vas-y. Et donc, en fait, c'est comme ça que finalement, j'ai été mieux prise en charge. Ouais. Okay. C'est important ce que tu dis parce que pour l'avoir vécu moi et puis comme plein d'autres, j'imagine, j'ai plus le chiffre précis, mais enfin, on est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés chez nous parce que les médecins ont un taux de médecins traitants
je sais plus, mais ça doit avoisiner peut-être les 30% à tout casser, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que parce qu'on s'automédique en fait, voilà, on se prescrit nos trucs, tu vois. Mais bon, quand ça arrive, le burn-out, bah, moi c'est un gynéco, hein, c'est c'est le mari d'une amie anesthésiste qui m'a fait mon premier arrêt de travail, parce que pareil, je me suis écroulé à un moment. Et puis après, justement, je suis rentré dans le circuit psychiatrique en fait. Et c'est vrai que ce que je retrouve beaucoup, moi, dans ce mécanisme-là, c'est il faut, je dois, je tiens, je tiens, je tiens. Il y a un changement de culture peut-être parce qu'on doit tenir pour les patients, pour le cabinet, pour les collègues, pour ceci, pour cela. Et puis, bah, on ne se soigne pas. Et donc, bah, voilà, comme tu disais, l'eczéma, le trouble du sommeil, enfin, que sais-je, machin. Mais à un moment, quand ça craque, ça craque. Et vraiment, ça veut dire que les batteries, elles sont tellement vides à ce moment-là qu'il faut justement faire cette démarche-là d'une prise en charge médicale. Donc, il y a un vrai changement, je trouve, chez nous à avoir là-dedans. Et effectivement, de se dire que c'est pas une semaine d'arrêt ou 2 ou 3, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Et justement, c'est ce moment-là où brutalement, on arrête la vie de malade, on arrête les gardes, les machins, la course, tout ça, où on se rend compte que peut-être finalement la Terre, elle continue de tourner quand même malgré tout, et puis qu'on va aussi se reconnecter, comme tu le disais, à ce qui nous fait du bien et qu'on a laissé de côté toutes ces années-là, c'est-à-dire, tu me parlais de la danse, mais enfin, ça peut être le sport, ça peut être l'art, ça peut être peu importe, mais en tout cas, on n'est peut-être pas obligé, donc comme le hamster, là, de courir en permanence dans la roue. Ouais. Et donc, ouais, enfin, en tout cas, merci de ton témoignage parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un sujet tabou chez les médecins du burn-out médical, pas chez les soignants, mais bon, moi je parle des médecins parce que voilà, c'est ce que je suis et que je connais bien, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de il faut, je dois, comment dire, j'ai pas le droit, quoi, en gros, d'avoir des D'être faiblesses. malade, de pas être bien. Ouais, Oui. c'est ça. Et sauf que voilà, le problème, c'est que ça craque et ça peut aller très loin, hein. Moi, comme je te l'ai déjà dit, j'ai quand même 3 collègues que je connais personnellement, anesthésistes, qui se sont suicidés. Donc, ça peut quand même aller très, très loin. Et sans aller jusqu'au suicide, il y a voilà, l'impact sur la vie sociale, l'irritabilité, les engueulades avec les proches, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques de dos, de que sais-je, les manifestations somatiques, oui, type eczéma, asthme et autres, enfin tout ce qui est lié au stress et tout ça. Et voilà, donc je trouve que c'est important qu'on en parle. C'est pour ça que je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, parce que quand on regarde les chiffres en fait qu'on a récemment, moi je suis tombé sur une étude qui montrait 57% quand même de médecins en France qui présentent des signes de burn-out. Ça fait quand même entre 1 sur 2 à 2 sur 3. Donc je veux dire, c'est considérable. C'est considérable. Et on continue à tenir. Le mot qui revient souvent, c'est ça, c'est je tiens. Parce que ma culture, que sais-je, mon fonctionnement fait que, mais on tient jusqu'à ce que le corps te rattrape et craque, quoi. Donc, et alors, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est justement que c'est aller jusqu'à écrire un bouquin. Et ça, c'est vachement bien parce que je pense que d'une part, tu vas me dire avec tes mots, mais je pense que quelque part, mettre des mots sur nos mots, justement, sur ce qu'on a pu vivre, il y a peut-être une notion thérapeutique ou en tout cas libératrice ou enfin, au moins, c'est un bouquin qui me comprend ou qui m'écoute, quoi. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta roue, là, voilà, tu tiens, et puis voilà, quoi. Et les collègues, c'est pareil, et voilà. On est vraiment conditionné pour il faut, je dois, je fonce, quoi. Premièrement. Et puis, deuxièmement, quelque part, c'est aussi parler de ce sujet, briser ce tabou, libérer cette parole. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, comment t'en es venu à écrire ce bouquin, finalement, et qu'est-ce que ça a produit, en fait, chez toi et dans ton environnement par rapport à tout ce que tu avais vécu, quoi. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai écrit plutôt pour les autres, en fait. Enfin, on va dire ça comme ça, parce que thérapeutique, parce que je t'ai dit, j'ai recommencé la danse, et puis j'avais commencé à écrire avant, et ça m'a permis de me reconstruire quand même au fur et à mesure, de me reconnecter à moi-même. Mais écrire ce bouquin, je me suis dit, il faut que les gens sachent, en fait. Et j'avais envie aussi de montrer les symptômes et ce qui se passe avant pour faire aussi de la prévention, parce que vraiment, finalement, comme tu disais, comme il faut tenir, on est un peu dans des rails et on ne voit pas ce qui se passe.
Et je me suis dit, au moins de l'écrire, ça va peut-être montrer aussi aux gens qu'il y a des choses qui se passent avant et peut-être s'ils se reconnaissent dedans, donc du coup les médecins, mais aussi les soignants de personnes, Oui, hein, parce que le burn-out, après, ça touche oui. beaucoup de monde. Mais Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe une seconde, mais effectivement, moi, j'ai aussi rencontré tu vois, des avocats, des chefs d'entreprise, etc., lanceuses d'alerte ou autres, enfin, même cause, même conséquence, hein. C'est un hyper-investissement jusqu'à la perte de sens et le corps qui dit stop, quoi, grosso modo. Donc, ça ne touche pas que les médecins, mais voilà. Oui, mais c'est pour ça. Donc, moi, pour écrire, c'était d'abord ça, c'était essayer de prévenir et de dire, attention, il y a quand même des symptômes qui se recoupent. Alors, les symptômes physiques sont un peu personnels à chacun, mais les symptômes cognitifs et puis ce sorte de déni ou de je tiens quoi qu'il arrive, ça, tout le monde l'a. Enfin, tous ceux qui ont eu, en tout cas, le burn-out avec qui j'ai discuté, ont ça. Donc, moi, j'avais envie de poser des mots justement dessus pour qu'on puisse reconnaître. Et je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant parce que sinon, je vais pas oublier, parce qu'on n'oublie pas, mais je veux dire, je vais être moins dans ce que j'ai ressenti. Et j'avais aussi envie d'apporter ce côté-là, en fait, aux gens, à ceux qui lisent, le ressenti de ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe aussi pour pas mal de gens en burn-out. Voilà. Et après, écrire, pour moi, c'est quand même quelque chose, un peu de l'art. Enfin, c'est quelque chose qui libère aussi. Donc, même si ça a été difficile pour moi d'écrire certains passages, je pense que ça va aussi libérer dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu comme mettre un point final j'allais dire, à la chose, même si il reste quand même des séquelles un peu. Enfin, en tout cas, moi, au niveau concentration, au niveau fatigabilité, j'ai quand même des choses qui restent. Et c'était aussi pour ça que c'est important d'essayer de s'arrêter avant le bout du bout, parce que en fait, plus on attend, plus c'est long. Plus on attend pour s'arrêter, plus c'est long pour s'en remettre, en fait. Ouais. Et pareil, l'arrêt, au début, moi, je me suis dit, je te dis, au début, je voulais reprendre, j'avais 2 mois d'arrêt, je me dis, c'est bon, je reprends. Non, en fait. Et puis, il y a besoin de ce temps, vraiment, de se reposer, de se poser pour pouvoir, après, avancer, quoi. Donc, s'arrêter tôt, c'est mieux. Et si on arrive à repérer les premiers symptômes, ouais. Et quel est ça fait, pardon, il est sorti quand, à peu près, ton livre? Il est sorti en octobre. En octobre, d'accord. Ouais. Et quel est depuis octobre, donc ça fait un peu plus de 6 mois, maintenant 8 mois, quel est l'accueil finalement de ce livre-là? Comment ça se passe? Quels sont tes lecteurs? Peut-être que tu as fait des séances dédicaces ou déjà peut-être d'autres podcasts ou des choses comme ça. Quel est un peu ton ressenti sur ça? Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de séances de dédicaces où, en fait, quand je suis en dédicace, c'est plutôt des gens du milieu médical qui me l'achètent. Parce que ça leur parle, je pense. Donc, du milieu médical, ça peut être, enfin, j'ai eu des aides-soignantes, des infirmiers, des infirmières, enfin voilà, c'est vraiment tous les soignants, ça leur parle. Ou alors des gens qui ont de la famille. Et ça me fait plaisir parce que du coup, qui me dit, oh là là, j'ai quelqu'un qui est en études et du coup, j'aimerais bien qu'il lise pour éviter justement d'être en burn-out. Donc ça, c'est chouette. Et après, j'ai eu aussi d'autres personnes, mais c'est plus rare, qui ont fait des burn-out dans d'autres professions et qui l'ont lu. Et c'est là où je te disais que finalement, ça se ressemble parce qu'à chaque fois, j'ai quand même ces retours-là de je me suis retrouvée dans certaines choses et ça m'a servi, ou alors même je l'ai lu, je ne pensais pas me retrouver et finalement, je me suis retrouvée dedans. Donc, voilà, mais je pense que c'est important d'en parler et voilà, et de diffuser un peu pour briser le tabou, en fait, en tout cas chez les soignants. C'est ça, ouais. Et puis aussi pour que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'avais l'impression d'être pas toute seule quand même. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette impression-là, mais il y a on a l'impression qu'on il y a débrouille-toi, il y a ouais. vers qui se tourner, enfin, c'est compliqué. Hein. Et puis, en même temps, on est médecin, enfin, là, je pense à Don Salus dans la folie des grandeurs, je suis ministre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. Je suis médecin, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre, quoi. Et effectivement, quand tu parles de reconnexion à soi, je pense que c'est important d'apprendre à se connaître finalement, et ces épreuves-là peut-être, alors c'est compliqué parce c'est difficile, je veux dire, c'est douloureux, mais en même temps, je trouve que l'issue, parce que l'idée après, et on va conclure, développer un petit peu là-dessus, mais l'issue aussi, c'est pas de se dire, voilà, le burn-out, et puis je suis cramé, et puis tout ça. C'est, ok, j'ai été burn-outé, voire sévèrement burn-outé, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc, d'une part, qui suis-je et pourquoi est-ce que j'ai été cramé comme ça? Et ça vient probablement
du fait qu'on est, en tant que médecin, hyper empathique. Je pense qu'il y a d'ailleurs très probablement un lien avec tout ce qu'on appelle la neuroatypie ou l'hypersensibilité, tout ça. Mais voilà, ça c'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir ici, mais je pense qu'on est nombreux dans les médecins ou dans les soignants à être hypersensibles, on va dire, au sens large, parce que envie de soin à l'autre, l'empathie, toutes ces choses-là. Et en fait, il y a voilà, des mécanismes qui sont communs, mais on en arrive à tellement… Tu vois, dans soignant, il y a soignant, même si j'aime pas trop ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire de nous qu'on se perde finalement dans le soin à l'autre, parfois, enfin très souvent, au détriment de soi-même, quoi. Et quand tu parles de reconnexion à soi, pour moi, il y a cette notion-là de se dire, en fait, ces épreuves-là, telles que le burn-out, même si c'est ultra violent et douloureux, vont finalement permettre de dire, attends, là 2 secondes, surtout si tu en as fait 1, voire 2, voire 3, mais bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est quelque chose, en l'occurrence, c'est moi, quoi, c'est-à-dire mon propre fonctionnement. Et tu vois, je vois un très joli tableau derrière, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, tu ne m'as pas parlé de peinture, mais en tout cas, toi, c'est dans l'écriture, mais c'est souvent dans l'art, hein, justement, tu vois, dans la musique, dans l'expression, quelle qu'elle soit, l'écriture, la danse, peu importe, mais… et finalement, se dire, qu'est-ce que je vais chercher sans arrêt chez l'autre que je vais pas peut-être soigner chez moi. Et donc, quand on dit prendre soin de soi, pardon, eh bien, pour moi, ça passe par là. Et effectivement, tant que tu t'es pas arrêté, que tu n'as pas vraiment mis pause, mais pas une semaine, hein, beaucoup plus longtemps que ça. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, après le burn-out, il y a ce qu'on appelle la résilience, hein, c'est-à-dire donner un sens à tout ça. Et très souvent, ça va… par communiquer, justement. Tu vois, moi, c'est le coaching, même si j'aime pas ce terme-là, mais l'accompagnement des médecins, justement. Toi, c'est par exemple ce livre. Et je crois que parler de ce sujet et briser ce tabou-là, parce que c'est un vrai tabou, c'est important en regard des chiffres qui, moi, me morifient. Enfin, quand je vois le nombre de… Justement, quand tu disais tout à l'heure, on n'est pas seul, mais c'est même plus que ça. C'est peut-être ceux qui vont bien, entre guillemets, qui sont seuls, mais je veux dire, c'est effrayant. Et jusqu'à quand et voilà. Donc, c'était vraiment pour ça que je souhaitais t'interroger sur ce livre, sur ton parcours, et puis que ensemble et avec d'autres, on parle de ce sujet-là, et peut-être qu'on arrive justement à faire prendre conscience à nos collègues, confrères, consoeurs, que on n'est pas seul, on n'est pas forcément obligé de subir ça, et surtout d'attendre que ça craque, quoi, et qu'il y a des moyens, à commencer par la prise de parole, le fait de demander de l'aide, le fait de se rendre compte qu'on va pas bien. Parce que je tiens, ça c'est vraiment un moteur qui est tellement courant, mais à un moment ça craque pour tout le monde en fait, et ça peut craquer fort, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu as repris le travail? Oui, j'ai repris depuis 2 ans. À temps partiel? À 60%, oui. Ouais. Donc, oui. Et oui. Oui, non, oui, mais comme je disais, en fait, voilà, si je te pose cette on question, peut pas reprendre la même vie qu'on a avant, ça c'est sûr. Être généraliste, je ne pouvais plus du tout. Donc là, je suis dans un centre de rééducation pédiatrique. Donc, j'ai des consultes qui durent entre 45 minutes et 1 heure pour les premières fois. Ouais. Donc, c'est très, très, voilà, très, très agréable. Et voilà, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Donc, voilà, c'est sûr que je ne pourrais plus jamais refaire ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et puis après, c'est pas plus mal aussi, puisque finalement, ce que tu disais, on apprend à se connaître. Et moi, j'aime travailler pas dans l'urgence, justement, mais en ayant le temps de parler aux patients, d'examiner, etc. Donc, j'ai besoin, moi, de ce temps-là pour travailler correctement, et pour être bien, voilà, bien moi-même. Donc, voilà, parce que en travaillant 10 minutes, peut-être que j'étais aussi efficace, mais moi, je me faisais du mal à moi, en fait. Donc, c'était pas possible. Je comprends complètement. Moi, tu vois, sur mes accompagnements, par exemple, maintenant, c'est des accompagnements qui durent 45 minutes à 1 heure à peu près. Donc, au moins, tu as le temps, vraiment, tu as le temps, en fait. Et je crois que quand tu es passé par le burn-out, le stress, l'exposition au stress, c'est plus possible, quoi. Et en particulier, ce stress moi, je sais qu'en anesthésie, j'ai vu jusqu'à plus de 30 patients par matinée, 30, 33, je crois, même au maxi, ou quelque chose comme ça, peut-être 35. Enfin, mais c'est épouvantable. Enfin, tu fais à la chaîne,
t'es pas bien, tu rognes justement en plus sur les temps un peu de repos, la bouffe, etc. Tu vois, parce qu'il faut. Tu vas à la chaîne, tu as des numéros devant toi, tu deviens maltraitant finalement parce que tu n'as pas le temps. Enfin, et je crois que c'est important de se réapproprier ce temps. Donc, et très souvent, après un burn-out, justement, eh bien, sans forcément quitter son travail, mais en tout cas, la solution du temps partiel ou du temps réduit est très souvent, trouvée, et ce qui permet en parallèle, justement, de pouvoir développer, j'imagine, toi, par exemple, d'écriture, tu m'as dit que tu avais écrit l'écriture, oui. ou du temps pour ta famille, ou du temps pour toi, pour aller n'importe où, j'en sais rien, mais à la danse, au yoga, ou que sais-je, avec tes enfants, ta famille, enfin, des moments tout simples qu'on s'interdit. Enfin, c'est même pas qu'on se les interdit, c'est qu'on n'a pas le temps. En fait. J'ai pas le temps. C'est ça, c'était la course continue, en fait. Et à un moment donné, il faut savoir arrêter ça. Super. Écoute Magali, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Je te propose de remettre bien en visible ton livre, donc Mon burn-out en rouge blanche, quand sauver des vies risque de vous coûter la vôtre, disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis j'espère en tout cas que cet entretien qu'on a là permettra de libérer cette parole et puis peut-être de permettre à certains collègues médecins ou non médecins, soignants ou non soignants, du reste, de se dire, en fait, on n'est pas seul. Et la première étape, je crois, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème et d'oser en parler autour de soi pour trouver de l'aide et se faire accompagner. Voilà, pardon. Et aussi de se dire que ce n'est pas sa faute, il y a ça aussi qui est dur au départ. Voilà, de se dire que ce n'est pas sa faute et qu'il y a tout un système qui fait que ça nous conduit à ça, en fait, à être en surcharge, à toujours faire plus, à donner plus et à s'écrouler à un moment donné. Donc, chercher de l'aide avant que ce soit trop grave. Super. Très bien, écoute, merci. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu as le mot de la fin, une dernière remarque ou une dernière chose à dire? Non, après, j'allais dire un petit quelque chose pour les femmes médecins. On en a parlé un tout petit peu parce qu'effectivement, les femmes médecins sont un peu plus sujettes au burn-out que les hommes au niveau des pourcentages. Même si on disait tout à l'heure, c'est que les hommes, souvent, quand ils sont vraiment, vraiment pas bien, ça conduit plus au suicide. Donc, vraiment, c'est aussi... C'est grave, mais en tout cas, d'essayer de prendre soin de soi et surtout quand on est une femme, qu'on est maman et qu'on on a beaucoup de choses donc à gérer et donc faire attention à soi. Voilà. Très bien. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Oui, non, mais en même temps, tu vois, pendant que tu me disais ça, je me disais, oui, c'est vrai, les 3 collègues que je connais qui se sont suicidés, c'était quand même 3 hommes. Bon, après, il n'y a peut-être pas 100% d'hommes, mais donc après, c'est pas pour faire un concours loin de là, mais effectivement, je crois que c'est important qu'on aborde ce sujet et ce tabou du burn-out médical ou des soignants, mais du burn-out médical et que plutôt que de s'évertuer à changer le système de l'intérieur en vain, peut-être pouvoir en parler ou proposer des solutions à l'extérieur et ça, c'est super. Super, écoute, merci beaucoup Magali. Merci Manuel. Et puis plein de succès pour ton livre que j'espère bientôt dédicacé. Et puis dès que je l'aurai lu, j'en ferai une petite capsule, un petit quelque chose ici. Ok? Super. Chouette. Voilà. Merci à toi et à très bientôt. Merci. À bientôt.